Conférencier de ce soir, ça va être M. Yves Gingras. Le titre de la conférence va être Les mauvais usages des statistiques dans les discours sur l'équité et la discrimination. Pour ceux qui ne connaissent pas, mais on est les Sceptiques du Québec. On est un organisme non lucratif. Notre mission, c'est d'aider les gens à développer leur esprit critique. Puis on fait ça par des conférences comme ce soir. On publie aussi une revue qui s'appelle Le Québec sceptique. Puis on a notre site web. On rend accessible à tous les anciens numéros de la revue. On a aussi le dictionnaire sceptique Quackwatch et des articles divers. Et je vous invite aussi à visiter notre page Facebook sur laquelle je mets régulièrement des articles intéressants sur le plan du scepticisme. Le professeur Yves Gingras, il est professeur à l'Université du Québec à Montréal depuis 1986. Il est depuis cette date aussi membre du Centre universitaire de recherche sur la science et la technologie. Il a d'abord été rattaché au département de sociologie, puis au département d'histoire, où il enseigne depuis 1989. En 1997, il a cofondé l'Observatoire des sciences et des technologies, un organisme dédié à la mesure de la science, de la technologie et de l'innovation, dont il a été ensuite le directeur. Et depuis 2004, il se concentre entièrement à sa chaire de recherche du Canada en histoire et sociologie des sciences. Puis, il a reçu de nombreux prix, là, je ne les listerai pas ici, mais je vais juste mentionner qu'en 2019, il a été nommé chevalier de l'Ordre national du Québec. C'est un titre qui lui a été octroyé pour souligner l'importance de sa production savante et son talent exceptionnel de vulgarisateur des connaissances scientifiques. Il a été conférencier pour différents organismes et il est chroniqueur pour l'émission Les Années-Lumière, le magazine Pour la science, le magazine L'Actualité et probablement publie régulièrement dans plusieurs journaux. Il est auteur de plusieurs livres et chapitres de livres, dont Histoire des sciences du Québec, L'impossible dialogue science et religion. Il a été très, disons, reconnu pour ce livre-là et tous les sceptiques et les athées ont apprécié énormément ce livre. Histoire des sciences aussi en 2018, Sociologie des sciences en 2020, troisième édition, et la Laurentie en fleurs. Alors sur ce, je vais laisser la parole au professeur Yves Gingras qui va nous présenter sa conférence. Quand les sceptiques m'ont invité, je me suis dit, j'ai fait beaucoup de conférences aux sceptiques. Euh, j'ai parlé de science-religion, j'ai parlé de la réception du darwinisme, j'ai parlé d'un bon nombre de sujets. Et donc, pour être original, j'ai dit, bien là, ce que j'ai, c'est quelque chose qui est en cours de recherche. Donc, ce n'est pas un travail terminé. Donc, je vous mets au courant de mes réflexions actuelles, OK, qui vont, j'espère, peut-être donner lieu à un article un jour. Mais pour l'instant, j'observe, je suis ça depuis un bon bout de temps. Et là, j'ai pensé qu'il était le temps de creuser un petit peu plus plutôt que d'observer à distance. Ce que j'appelle les mauvais usages des statistiques. Là, j'écris dans les discours sur l'équité et la discrimination parce que je suis frappé par le fait qu'on entend régulièrement des chiffres. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est la rhétorique des chiffres. Et donc, c'est la question de dire, quand on dit il y a 25% de femmes en génie, il y a 38 en tel domaine, il y en a 42 dans tel autre. Quand on dit ça, on n'explique rien. Mais comme on dit uniquement la phrase, en termes de rhétorique, ça veut dire que ça devrait être 50. Voyez-vous, donc, ce que je veux faire ressortir, ça va être la conclusion plus en détail. Après avoir donné un certain nombre d'exemples, c'est d'expliquer que tous ces discours-là prennent pour acquis des choses non dites qui, une fois qu'on les exprime, montrent bien que c'est absurde comme raisonnement. OK? Donc, c'est d'essayer de sortir les postulats implicites de raisonnement qui sont présentés, mais régulièrement partout dans les journaux. Donc, je vais commencer avec un. Voyez-vous, c'est sur le site de Statistique Québec, de l'Institut de la statistique. On parle du taux d'activité. OK? Donc, comme sociologue, on peut se dire, euh, c'est quoi le taux d'activité des hommes et des femmes dans la société québécoise? Et là, vous avez une phrase assez intéressante, voyez-vous, c'est écrit tout au long de la période, les femmes affichent un retard sur les hommes en matière de taux d'activité. On constate que 68 des hommes travaillent et seulement 61 des femmes travaillent. Et le mot-clé, c'est affiche un retard. Mais ça a l'air d'un détail, mais c'est crucial en termes de rhétorique. Si je vous dis que je suis en retard, c'est que je dois le rattraper. Mais
Qui a dit qu'il faut rattraper? Qui a dit qu'il faut faire les mêmes choses, tous la gang? Il n'y a rien qui dit ça. Il faut l'analyser. Et donc, c'est possible. Hein, c'est une hypothèse, mais le sociologue doit rendre compte du monde, pas faire de la morale. Il doit dire, ah bon, qu'est-ce qui explique la différence? Ben, on peut faire une enquête auprès des femmes et on va peut-être trouver qu'il y en a qui vont dire, ben moi, je suis contente de m'occuper de mes enfants, c'est important, donc je travaille à temps partiel ou même je ne travaille pas, etc. Donc, c'est pas qu'ils sont en retard, c'est que ça cache des décisions. Et ça, c'est cette phrase-là, voyez-vous, à aucun moment, il y a une explication des décisions. Et donc, on présuppose, ah oui, ils sont en retard, il faut qu'ils rattrapent le retard. Voyez-vous, c'est une rhétorique implicite. Autre exemple. Revenu médian après impôt selon le sexe des 16 ans et plus. Les hommes gagnent 31 000, les femmes gagnent 33 000. Donc, on dit, hey, les femmes sont moins payées. J'ai lu ça dans le Devoir il y a quelques mois encore. Les femmes sont moins payées. Là, tu dis, comment les femmes sont moins payées? Quand on dit les femmes sont moins payées, point, on présuppose qu'ils ne devraient pas être moins payés. Or, quand on regarde les chiffres, ben voyons donc, c'est que les hommes travaillent plus d'heures, puis les femmes moins d'heures. Puis ils travaillent moins d'heures dans certains cas parce que, justement, c'est leur choix. Ils travaillent moins d'heures. Ils décident de consacrer plus de temps euh, aux enfants. C'est donc leur choix. Donc, ce n'est pas une inégalité, c'est une différence. Et là, ce qui m'a amené à creuser plus, c'est là que tout ce discours-là amène maintenant à dire qu'une différence n'est plus une différence, mais une inégalité. Et une inégalité est, on veut le glissement assez vite, une discrimination ou une injustice. Et là, j'ai un cas extraordinaire, c'est ça qui m'a amené à creuser, c'est qu'en Ontario, en 2021, la Cour supérieure a rendu un jugement de discrimination à cause d'un examen de mathématiques. Donc, vous devinez que ça m'intéresse parce que c'est de la science. Donc, j'ai analysé ce jugement-là, qui est fondé sur la discrimination selon la Charte des droits et libertés du Canada, selon l'article 15. Depuis les années 90, il y a de plus en plus de cours qui sont face aux demandes fondées sur l'article 15. L'article 15 dit qu'au fond, on ne peut pas faire de discrimination, notamment fondée sur la race, l'origine nationale, ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les différences mentales ou physiques. Okay? Et pour compenser ça, c'est le paragraphe 2 qui est moins important. Le paragraphe 2 dit, oui, c'est correct, mais on a le droit de faire de la discrimination positive si le but, c'est d'améliorer la situation des individus. Donc, nous, ce qui m'intéresse ici, là, c'est l'article 15.1, parce que c'est ça qui va être revendiqué en cours. On va dire, il y a de la discrimination, et la preuve de la discrimination, c'est très souvent des statistiques. Donc, c'est pour ça que je parle des usages des statistiques. Et donc, voici le raisonnement. Ça, c'est tiré du jugement de la Cour supérieure de l'Ontario, qui dit la question qui a été soumise, c'est est-ce que l'examen de mathématiques pour les professeurs d'école primaire et secondaire a un effet disproportionné et néfaste pour l'entrée dans la profession aux candidats qu'on dit racisés? Et si oui, est-ce que c'est justifiable selon l'article 1? Donc, tous les raisonnements de la Cour, c'est toujours la même chose, c'est regardons s'il y a une discrimination selon l'article 15, et si oui, on doit ensuite demander selon l'article 1 si c'est justifié, parce qu'on peut justifier dans un État démocratique des différences, donc des formes de discrimination qui, a priori, devraient être rejetées. Mais l'article 1 ouvre la porte à ça. Okay? Donc ici, le juge dit que les faits qui ont été mis en évidence montrent des disparités. Voyez-vous, le mot-clé disparities in success rate. C'est très intéressant parce qu'effectivement, des disparités, ça veut dire des différences. Dans un test standardisé en fonction de ceux qui l'ont fait, qui sont soit autochtones, blancs, asiatiques. Je vous montrerai les statistiques bientôt.
Les juges de la Cour supérieure ont dit, ben oui, on voit bien. Donc, l'examen de mathématiques enfreint la section 15 de la Charte des droits et ne peut pas être justifié par l'article 1. OK? Donc, il conclut que c'est de la discrimination et que donc, et en plus, c'est inacceptable parce qu'il y a une sous-représentation en Ontario, dans les écoles, des professeurs qui dit racialisés. Or, il nous dit, ça, je ne sais pas si des preuves scientifiques existent, que des étudiants racialisés bénéficieraient de professeurs racialisés. Et donc, il y a des effets délétères de l'examen de mathématiques sur les candidats qui sont de façon disproportionnée en situation d'échec. Et que ça, c'est plus grave que les bénéfices que l'examen de mathématiques amène pour mesurer la qualité des professeurs qui vont enseigner les mathématiques à l'école primaire et secondaire. Je vais y revenir. Le tableau, il y en a d'autres, mais en gros, le tableau de base est simple. L'argument de ceux qui disent que c'est de la discrimination raciale disent, voyez-vous, on a ici les examens de 2021 ou peu importe, de ceux qui l'ont passé, et on voit bien que les Autochtones, donc regardez, le nombre est très faible d'ailleurs, hein, on ne fera pas des tests ici, là, mais il y a 33 personnes, alors qu'il y a 89 Africains et il y a 1200 Blancs. Et il y a aussi des Asiatiques qui sont 403. Et là, on s'aperçoit que le taux de réussite des Africains est de 58 le taux de réussite des Autochtones est de 70, alors que celui des Blancs, 87. Donc, il y a une différence qu'eux considèrent comme une injustice et une discrimination. Et on voit que là, c'est fondé uniquement sur le chiffre. Et ça, c'est ce qu'on a vu tantôt. Dans les journaux, on dit toujours, ah, ça, c'est plus grand que ça, et donc implicitement, c'est problématique. Et donc, heureusement, le gouvernement qui a perdu sa cause est allé en appel. Donc, la Cour d'appel a analysé les raisons, a fait le résumé de la cause et dit, bon, qu'au fond, la Cour supérieure a appliqué le raisonnement de l'arrêt Fraser de la Cour suprême en 2020. C'est un arrêt très important sur lequel je vais revenir en détail ensuite. OK? Qui définit au fond les critères pour démontrer une discrimination en vertu de l'article 15. Et il y a deux critères, ce qu'on appelle deux étapes du critère. L'étape 1, c'est qu'on doit démontrer qu'à sa face même, donc au regard direct, qu'il y a un impact qui crée une distinction fondée sur un critère énuméré dans la charte. On a vu que l'article 15 dit bien les femmes, les autochtones, la race, la religion, il nomme à peu près tout ce qu'on peut imaginer. Et on dit, si ça c'est oui, si on dit oh, oui, il y a un impact qui fait une distinction, parce qu'évidemment, s'il y a une différence, une distinction. Si les choses sont égales, sont non distinctes. Donc, une distinction, c'est une différence. S'il y a une différence, on va à l'étape 2 qui dit, est-ce que le poids imposé ou dénié, est-ce qu'il y a des effets qui renforcent ou qui renforcent, qui perpétuent des désavantages? C'est l'argument des gens qui ont dit, voyez-vous, il n'y a pas beaucoup d'Autochtones, il n'y a pas beaucoup de Noirs chez les profs de maths en Ontario, et l'examen rend ça encore plus difficile. C'est ça le débat. Et tel que résumé, il dit, bon, la Cour avait dit que oui, il y a une grande proportion des professeurs qui ont refait le test plusieurs fois et qui ont finalement réussi. Parce que l'argument de la Cour pour la défense au point de départ, c'était de dire, il y en a la moitié qui échouent au premier examen. Mais là, les gens de la défense disent, oui, mais échouer au premier examen, c'est pas grave, vous pouvez le reprendre l'examen. Et effectivement, ils ont admis que oui, c'est vrai que quand ceux qui sont en situation d'échec reprennent l'examen, des fois deux fois, des fois trois fois, en gros, ils finissent par le réussir. OK? Mais la Cour a dit oui, c'est vrai,
bien, elle considérait ça comme une discrimination quand même parce que la Cour considérait que refaire le test plusieurs fois impose du travail additionnel en termes de temps, d'argent, d'énergie et que c'est disproportionné pour eux qui passent le test à la fin. En voulant dire, le blanc moyen passe le test une fois, à la limite deux. Le noir, l'autochtone, le passe deux, trois fois, puis c'est beaucoup plus de travail. Donc, c'est une discrimination, selon la Cour de première instance. Et donc, elle conclut que le test d'examen est invalide sur le plan constitutionnel, le test de mathématiques, et que le Collège ontarien des professeurs doit donner immédiatement le permis d'enseigner à ceux qui ont échoué l'examen de maths. Évidemment, on devine que le gouvernement a dit, écoute, c'est un jugement un peu absurde, donc il est allé en appel. La Cour d'appel a dit, écoutez, c'est un jugement qui dit qu'il y a une discrimination, alors que les statistiques montrent qu'il n'y a pas de discrimination. Comment ils concluent ça? Elles disent que si on prend les statistiques du premier examen, c'est ceux que je viens de vous montrer, le taux de réussite des Autochtones et des Noirs est beaucoup plus bas. Mais si on prend les statistiques après deux ou trois examens, les taux sont presque les mêmes. En voulant dire, ça lui prend deux, trois fois, mais finalement, ils ont réussi et ils sont propres de maths. Donc, il n'y a pas de discrimination. Ça, c'est très intéressant parce qu'on voit que les statistiques prises au temps de T1 sont différentes des statistiques prises au temps T2 et T3 parce que, disons qu'on lui donne 6 mois de plus pour prendre les stats, bien, le taux de réussite devient très comparable en tenant compte des fluctuations. Mais les défenseurs continuent à dire que on ne devra pas tenir compte des multiples essais parce que c'est de la discrimination. Mais la Cour d'appel dit non. L'argument de la Cour de première instance est erroné et que ce n'est pas de la discrimination. Selon l'article 15, ce n'est pas une violation de l'article 15. Et donc, on n'a même pas besoin de se rendre à l'article 1. Parce qu'on se rappelle là, que s'il y a une violation sur l'article 15, on tourne à l'article 1 pour dire, OK, il y a une discrimination, mais est-ce que c'est raisonnable? Elle, la Cour d'appel conclut qu'il n'y a pas du tout de discrimination parce que les statistiques après deux, trois examens sont comparables. Là, maintenant, la première chose qui m'a frappé en lisant les deux jugements, c'est que dans le raisonnement que je viens de vous faire, donc dans les jugements, ce qui est frappant, c'est que vous avez vu que je ne parle que de statistiques. Je ne parle jamais de l'idée que, ouais, mais des mathématiques, pour être professeur de mathématiques, c'est une expertise. C'est pas une question de discrimination. C'est de dire, nous, l'Ontario, on veut que on a conclu, là, il y a toute une histoire de cet examen-là, mais en gros, c'est qu'il y a eu des plaintes depuis plusieurs années, des enquêtes qui montraient que le niveau de mathématiques des étudiants à la fin de secondaire était très faible en Ontario. Le gouvernement a donc de décider, vers 2019, dans ces eaux-là, là, de réformer la formation et de dire, OK, les universités sont autonomes, c'est eux qui donnent des bacs en éducation, c'est eux qui disent le contenu du programme. Donc, par exemple, vous pouvez faire un bac en éducation primaire secondaire sans cours de mathématiques, par exemple, de mathématiques universitaires. L'Ontario dit, ben nous, on ne veut pas intervenir dans l'université, mais comme c'est nous, le gouvernement, qui embauchons les futurs profs, on va faire un examen de maths. Et l'examen de maths n'est pas compliqué. C'est un examen de maths fondé sur des questions qui sont celles que les étudiants de primaire, secondaire jusqu'au grade 6 à 9 vont eux-mêmes avoir à répondre. Donc, c'est des maths de niveau secondaire, l'examen. Voyez-vous? Puis là, on a vu que les taux de réussite diffèrent. On viendra sur quelles raisons on peut expliquer. Mais ce que je veux faire maintenant, c'est dire que les juges, eux, ne regardent que les statistiques pour montrer la discrimination. D'où ça vient, ça? Mais ça vient du jugement de l'arrêt Fraser, qui a été un arrêt divisé
dont la majorité de 6 membres dirigés par la juge Abella, qu'on peut dire, je crois, sans exagérer, que ce qu'on appelle un peu les juges activistes, qui sont pour des interprétations très larges des lois, qui sortent un peu de la vision très conservatrice, et on va voir qu'il y a un débat là-dessus. Et donc, eux, dans un jugement Fraser en 2000, ont donné des interprétations de comment on doit démontrer la discrimination. Et donc, en gros, là, bon, peu importe la nature du jugement. C'est un jugement qui devait démontrer la discrimination due à des postes entre les hommes et les femmes en fonction de, aussi de l'accès à la pension. Parce que si vous travaillez à temps partiel pendant 15 ans, bien sûr, la pension à la fin ne sera pas la même que si vous travaillez à temps plein. Donc, c'est un débat autour de ces questions-là. Mais la question, c'est de dire, démontrer qu'il y avait discrimination envers les femmes au niveau fédéral en raison du fait que ce sont des femmes. Okay? Mais nous, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est de dire comment démontrer ça. Donc, la juge Abella, qui conclut avec 6 de ses membres, 5 de ses membres, donc sont 6, que oui, il y a discrimination. Et donc, la loi est anticonstitutionnelle. Le système de pension de la GRC du fédéral est anticonstitutionnel. Il faut donc le changer. Et la preuve, c'est la suivante. Elle dit, de même, des disparités statistiques claires et consistantes peuvent démontrer l'existence d'un effet disproportionné sur les membres de groupes protégés, même si la raison précise de l'effet est inconnue. Ça, c'est crucial. OK? Et elle dit donc qu'il y a même des études, la professeure Friedman, qui s'oppose à l'idée de trouver la raison pour laquelle les différences sont observées. Elle répond, la juge Abella, je suis d'accord avec la professeure Friedman, et elle dit, en pareil cas, la preuve statistique est en soi un signe convaincant que la loi n'a pas été structurée de manière à tenir compte de la situation du groupe protégé. Et ensuite, elle dit que l'objectif visé par leur analyse du cas est ambitieux, mais non utopique. S'attaquer aux désavantages dès qu'il est identifié pour faire reculer les inégalités, un dossier à la fois, en vue d'atteindre un jour une égalité complète. Donc, vous voyez ici, là, il y a vraiment le discours, je le décris, là, on peut être pour ou contre. Moi, je décris ce qui se passe. Un discours activiste, voyez-vous, on va attaquer les inégalités. Et comme elle sait qu'il y a 3 juges dissidents, la juge Abella répond, contrairement à ce que mes collègues estiment, il n'y a rien d'extraordinaire dans le fait de déclarer, comme nous le faisons dans le présent cas, que ce type de discrimination viole le paragraphe 15.1 de la Charte. Selon notre jurisprudence, il serait au contraire extraordinaire de ne pas tirer cette conclusion. Donc, on voit qu'ici, la conclusion est fondée sur une différence statistique. On ne veut pas savoir pourquoi il y a une différence, on dit qu'il y a une différence. Maintenant, il y a 3 juges qui sont en désaccord et ils écrivent 2 rapports dissidents. Le premier est signé des juges Brown et Rowe. Ils disent, comme le critère d'égalité réelle n'a pas été défini par notre cour, OK, se prononcer sur les revendications de droit fondées sur le paragraphe 15.1 est devenu un concept théorique, général et flou, dont les tribunaux peuvent se servir pour privilégier, sans le dire expressément, leurs propres préférences en matière de principe. En toute déférence pour l'opinion contraire, c'est-à-dire l'opinion de la juge Abella et de ses collègues, un exemple de cette malléabilité intrinsèque à laquelle on recourt pour invalider un régime qui, après tout, était conçu pour améliorer cette situation. Donc, on voit là, il y a un écart philosophique sur comment interpréter l'article 15.1. Il continue. Le concept de distinction, quand on dit qu'il y a une distinction entre les deux, est au cœur de notre jurisprudence de l'article 15 depuis l'arrêt Andrews de 1989, qui qualifiait la discrimination de distinction, intentionnelle ou non, mais fondée sur des motifs
relatifs à des caractéristiques personnelles d'un individu ou d'un groupe. Et il cite le jugement Andrews, il ressort du mot distinction l'idée que le demandeur est traité différemment d'autrui. La comparaison est donc en jeu, en ce sens que le demandeur prétend qu'il s'est vu refuser un avantage accordé à d'autres ou imposer un fardeau que d'autres n'ont pas en raison d'une caractéristique personnelle correspondant à un motif énuméré ou analogue visé par le paragraphe 15.1. Ça veut dire, ça c'est très important, ça dit que si on l'applique à notre test, si j'ai échoué, c'est parce que je suis autochtone ou c'est parce que je suis noir. Et si effectivement le test vise la personne dans sa distinction, ben, ça va contre l'article 15.1. La question jamais discutée jusqu'à maintenant, c'est, oui, mais un examen de maths, est-ce qu'il vise l'autochtone? Est-ce qu'il vise le racisme anti-noir? C'est ça la question qui n'est pas discutée. On avance. Et donc, ils disent, bon, comme nous l'avons vu, la première étape de l'analyse fondée sur l'article 15 vise à déterminer si la loi crée, de par son effet, une distinction. Pour ce faire, et ça c'est le mot-clé, le mot vient d'apparaître, il faut établir l'existence d'un lien de causalité. Il s'agit donc de savoir si l'écart constaté entre le sort réservé à un groupe par rapport à un autre groupe s'explique uniquement par la préexistence d'un désavantage ou si, par ses actes, l'État a contribué à cet écart. Là, on est exactement, à mon avis, les juges ont parfaitement compris le problème du juge Abella. C'est de dire, écoute, il y a une différence, mais c'est quoi la raison de la différence? Est-ce que la raison, c'est une vision raciste du monde? Ou la raison, c'est qu'ils n'ont jamais suivi de cours de maths de leur vie, donc c'est normal qu'ils aient échoué le cours de maths. Et donc, quant aux disparités statistiques, là, elle cite le jugement qu'on a vu de Abella. Notre collègue Abella fait valoir que des disparités statistiques claires et constantes peuvent démontrer l'existence d'un effet disproportionné sur les membres de groupes protégés, même si la raison précise de l'effet est inconnue. Le débat est là. Et eux répondent, mais c'est le lien de causalité entre la loi et le désavantage qu'il faut démontrer. Notre collègue ne peut se contenter de parler de disparité statistique et d'un désavantage sur le groupe dans son ensemble. Là, on est au cœur de l'affaire. OK? Je suis content de voir qu'il y a 3 juges qui ont dit il y a un problème. Là. OK? On va y venir. La juge Côté est essentiellement d'accord, mais là, je veux qu'on voit très bien que à la Cour suprême, qui est Dieu sur terre, là, il y a des débats et il y a des dominants et des dominés, il y a des gagnants et des perdants. Ici, la juge Côté et ses 2 collègues sont perdants sur des problèmes qui, sur le plan épistémologique, il me semble, c'est la thèse que je défends, sont parfaitement évidents et indiscutables. Une corrélation n'est pas une causalité. Et donc, la juge a dit, le seul moyen d'appuyer la conclusion suivant laquelle le régime de pension est discriminatoire à l'égard des femmes consiste à faire abstraction de la causalité. Donc, elle dit, l'argument de juge Abella fonctionne parce qu'elle ne regarde pas la causalité. Ma collègue, la juge Abella, réduit vraisemblablement l'analyse conduite à la première étape à une simple recherche d'un effet disproportionné démontré par des disparités statistiques. Elle doit avoir un effet disproportionné sur les membres du groupe protégé. Ma collègue explique ensuite qu'elle souscrit à l'idée suivant laquelle une preuve de disparité statistique suffit à établir l'existence d'un effet disproportionné, pas seulement parce qu'il confond une condition nécessaire avec une condition suffisante. L'existence d'un effet disproportionné n'est pas à elle seule suffisante pour satisfaire à la première étape de l'analyse fondée sur l'article 15.1. Ici, à mon avis, on est dans un jugement et un débat génial, qui est une réflexion épistémologique fondamentale sur la causalité.
Et donc, une corrélation, tout statisticien 101 répète ça à la semaine longue, une corrélation n'est pas une causalité. Le problème, c'est que la Cour suprême, dans l'arrêt Fraser, a entériné l'idée qu'une différence forte suffit, peu importe la cause. Ce qui est, à mon humble avis, une pure aberration intellectuelle dont le code de l'examen de mathématiques le démontre de façon assez surprenante. Et donc, par ironie, la juge Côté dit de même une loi qui encadrerait la profession infirmière franchirait la première étape de l'analyse du simple fait que le personnel infirmier réglementé est majoritairement composé de femmes. Parce qu'effectivement, si vous regardez les statistiques, vous voyez que si vous regardez les infirmiers et les infirmières, il y a juste des femmes là-dedans. Donc, c'est de la discrimination. Ça, c'est le raisonnement d'Abella. OK? Et comme ils disent, bon, les exemples ne fonctionnent que comme des exemples, mais ils illustrent comment, s'il suffisait de démontrer l'existence d'un effet disproportionné, la première étape se résumerait à une simple formalité. Pire encore, si des disparités statistiques étaient à elles seules suffisantes, on passerait directement en réalité à l'analyse fondée sur le paragraphe 15.1 à celui du premier article. Puis là, c'est des questions de technique juridique, c'est qu'on passerait directement à la section 1, alors que ce qui est important, c'est le 15.1. De par leur nature, et elle dit ça un peu plus loin, c'est très, très important, et c'est ce qu'on vient de voir d'ailleurs dans le jugement en cour d'appel de l'Ontario, de par leur nature, les statistiques qui sont soumises au tribunal sont figées dans le temps. Pourtant, en réalité, elles évoluent sans cesse. Une loi ne peut être constitutionnelle un jour et inconstitutionnelle le lendemain par une seule fois d'une preuve statistique. Alors, je pense que le jugement, plutôt ouais, c'est ça, le, le point de vue, l'analyse de la juge Côté est parfait. Et ensuite, elle dit, ouais, mais là, il y a un problème, c'est que depuis le début de notre jurisprudence sur l'article 15, la Cour a formulé une mise en garde. Elle dit, nous devons prendre soin d'établir une distinction entre les effets qui sont causés en totalité ou en partie par une disposition contestée et les circonstances sociales qui existent indépendamment de la disposition en question. OK? Cet énoncé vaut encore, selon la juge Côté, vaut encore actuellement, bien qu'il ait été énoncé en 93, lorsqu'il s'agit de démontrer le lien nécessaire entre les dispositions contestées et leur effet dans les affaires de discrimination par suite d'un effet préjudiciable. Et donc, pour montrer l'absurdité de ce raisonnement de juge Abella, je me suis amusé à prendre les cours, ceux qui ont gagné la médaille d'or, d'argent ou de bronze aux Olympiques depuis 1900, au cours des 20 dernières années, et j'ai regardé chacun des gagnants, et grande surprise extraordinaire, scandaleuse, 4 blancs et 29 noirs sur 33 gagnants. Est-ce une injustice ou une discrimination contre les blancs? Le fait que aux courses olympiques du 100 mètres, en gros, il y a juste des noirs. OK? Point barre. Bien sûr, ça démontre que si on garde des statistiques sans regarder les causes, on arrive à des absurdités. D'ailleurs, c'est intéressant dans le juge Côté, je n'ai pas mis l'extrait, mais elle parle des illogismes et des conséquences absurdes de la décision Fraser. Et on le voit ici, c'est très clair. Et voyez-vous, si on joue ce jeu-là, il y a un principe, à mon avis, fondamental en sociologie que toute bonne sociologie doit appliquer, c'est le principe de symétrie. En gros, le principe de symétrie qu'on doit au sociologue David Bloor en sociologie des sciences, le principe de symétrie dit, si vous avez un raisonnement, disons, qui s'applique à X, appliquez le même raisonnement à Y et demandez-vous s'il vaut dans les deux cas. Si vous ne pouvez pas l'appliquer à l'un, bien, on ne peut pas l'appliquer à l'autre. Il faut que ça s'applique aux deux en théorie. Okay? Dans le cas de la discrimination, si on raisonne comme ça, alors que bien sûr, tous les cas qu'on connaît ne se limitent qu'aux soi-disant discriminations entre les hommes et les femmes et entre les Noirs et les Autochtones. Tous les chiffres ne se limitent qu'à ça.
Or, pour vous donner une idée d'une analyse symétrique, j'ai ici les chiffres des inscriptions à l'université, à l'UQAM en 2022 par domaine. Et vous voyez qu'en art, 75% des étudiantes, plutôt des étudiants sont des étudiantes. Est-ce est-ce que c'est une discrimination? Est-ce que c'est une inégalité? En communication, c'est la même chose. En sciences, c'est le contraire. Et d'ailleurs, on voit toujours, hein, si vous lisez un peu les journaux, on dit euh, il y a des inégalités, il y a juste 40% de femmes en sciences, puis il y a 60% d'hommes. Mais ces mêmes individus ne diront jamais qu'en sciences d'éducation, il y a 80% de femmes et 20% d'hommes. Là, je fais une parenthèse. Moi, qui ai 80 ou 20, je m'en fous. L'important, c'est que la personne qui enseigne soit compétente. Je ne veux pas savoir si c'est un gars, une fille, un noir, un autochtone. Mais ceux qui raisonnent comme ça quand c'est des femmes oublient complètement qu'en sciences humaines, 72% des étudiants sont des étudiantes et seuls 28% sont des hommes. OK? Mais on applique donc un principe de façon asymétrique. Et quand on applique un principe de façon asymétrique, l'hypothèse à privilégier, c'est que c'est un point de vue idéologique. Ce n'est pas un point de vue scientifique. Moi, je vous donne les chiffres et je vous montre que, bien sûr, les gens font des choix différents. Moi, qu'il y ait plus d'hommes que de femmes en médecine, ça m'est complètement égal. Tant que mon médecin est compétent, je suis bien content. Et on peut prendre d'autres exemples qui sont intéressants. Voyez-vous, dans les domaines de la machinerie, voyez-vous, il y a 95% d'hommes. C'est scandaleux. Par contre, lorsqu'on s'en va de plus en plus vers le domaine du care, hein, ici, on est dans le domaine, encore là, des sciences appliquées. Et quand on s'en va dans d'autres domaines, ah, voyez-vous, là, on est dans le domaine des soins de santé. On est rendu à 60 de femmes. Et quand on est dans le domaine, un autre domaine, on a 80% dans le domaine de la santé. Et vous voyez que l'explication sociologique assez classique, c'est que pour des raisons compliquées, etc., peu importe les raisons, la réalité, c'est que toutes les données statistiques nous montrent que les femmes sont beaucoup plus présentes dans les domaines qu'on appelle le care que les hommes qui vont plutôt dans les domaines du manuel, de l'action. OK? C'est ça la réalité. Bon. Maintenant, on en vient à dire, mais comment ça se fait qu'on applique ces principes-là de façon non symétrique et surtout, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit, mais il y a juste 30% des femmes là, il y a juste 25% des femmes là, il y a juste 9% d'Autochtones là, puis 12 de Noirs là, etc. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on fait ça? Voici. C'est que l'équité et la non-discrimination, le discours sur l'équité, implique la stricte proportionnalité avec la distribution dans la population. C'est ça ce qui est implicite et jamais dit, mais qui est faux. Les comparaisons statistiques simples non analysées, donc tous les chiffres que vous voyez quand on donne des stats. Par exemple, j'ai vu hier dans un livre français, on disait un noir a 4 fois plus de chances d'être verbalisé qu'un blanc. Point. Au lieu de dire pourquoi. Il y a des raisons à ça. Okay? Donc, les comparaisons supposent que toutes les personnes sont interchangeables et ont donc les mêmes capitaux. Capital social, économique, culturel et symbolique, et aussi les mêmes intérêts. La cause des différences, puisqu'ils ne sont pas analysés, est implicitement une inégalité et donc une injustice. Et non pas un choix personnel. Ce qui pourrait être, si on interviewe les gens, ils vont peut-être dire, ben oui, c'est mon choix. Et donc, je vous rappelle que la juge, son rêve de la juge Abella, c'est qu'on ait une société où tout est égal. Hein? L'objectif visé par notre analyse n'est pas utopique. Il faut s'attaquer aux désavantages, là c'est un mot vague, dès qu'il est identifié pour faire reculer les inégalités, voyez-vous, les inégalités, un dossier à la fois. Donc, ça, c'est une phrase activiste, à mon avis, parfaitement claire. Elle a le droit d'être activiste, mais comme juge de la Cour suprême, on peut penser
que, comme la juge Côté, ce n'est pas le but de la Cour suprême d'être activiste. OK? La question se pose, c'est de quoi on parle ici? Est-ce qu'on parle d'égalité ou d'équité? Et selon quelle définition? Et donc, ici, les juges Brown et Roe, dans le même jugement dissident de Fraser, disent notre cour a eu du mal à définir l'expression égalité réelle, une définition intelligible fondée sur des principes demeure hors d'atteinte. La présente affaire illustre d'ailleurs les difficultés que pose le caractère ambigu de la notion d'égalité réelle, sur laquelle repose essentiellement la décision de notre collègue, Abella, et le flottement constant dont elle fait l'objet dans la jurisprudence de notre Cour. Plus loin, paragraphe suivant, bien que notre Cour ait affirmé que l'égalité réelle n'est pas synonyme d'égalité formelle, elle s'est fort peu attardée à préciser en quoi consistait l'égalité réelle. Donc, la Cour n'a pas proposé de véritable définition, recourant plutôt à des métaphores ou à des analogies, ce que les commentateurs n'ont pas manqué de relever en disant, mais là, on parle d'égalité, comment on définit ça? Et donc, si on veut une vraie mesure, je vous montre ici un tableau dans un article qui va paraître que j'ai fait avec mon collègue Madi Kelfaoui. On a analysé l'évolution des embauches dans les départements de sciences humaines des universités québécoises sur 100 ans. Et ça va paraître dans Recherche sociographique dans un numéro sur les sciences sociales à l'automne normalement. Et là, c'est intéressant si on se dit, OK, regardez, si on dit en économie, on embauche 25 de professeurs en 2010 et 2020. Mais pourquoi ce n'est pas 50? Ben, c'est parce que le nombre de doctorantes est de 29, ceux qui ont fini leur doctorat est de 26. Donc, en gros, les embauches sont exactement proportionnelles au bassin potentiel. Donc, le bassin, ce n'est pas 50-50. Le bassin, c'est qui est en économie au doctorat? Ben, c'est 26. Voyez-vous? Puis en gros, en Sciences Po, même, comme sont peut-être plus activistes, ils embauchent plus de femmes que de doctorantes. Et donc, on pourrait même dire qu'il y a une inégalité en faveur des femmes. Voyez-vous? Il y a une petite anomalie ici que je vous signale là, en psycho, mais ce n'est pas une anomalie parce que les statistiques de docteurs incluent le PsyD et le PhD. Et donc, comme ils ne sont pas séparés, je suis sûr que ça explique la différence, parce qu'il y a beaucoup plus de PsyD qui permet d'aller en clinique que le PhD qui est la trajectoire universitaire. Si on regarde en travail social, on voit que 79 sont des femmes diplômées ou au doctorat et qui en embauchent 75 dans une marge d'erreur de 3 tout ça, c'est pareil. Donc, l'équité, ce n'est pas 25 ou 30, c'est par rapport au potentiel dans le même domaine. Donc, on voit qu'ici, effectivement, euh, je ne crois pas qu'il y a des gens qui empêchent les femmes de faire de la machinerie lourde. Je peux même vous gager que les compagnies doivent se fendre en quatre pour trouver des femmes pour faire de la machinerie lourde et augmenter leur pourcentage ici. Donc, c'est une confusion intellectuelle fondée sur une mauvaise lecture des statistiques. En conclusion, c'est qu'à mon avis, et là, on va en discuter, cette idée qu'aussitôt qu'on donne un chiffre qui n'est pas égal à 50, c'est une inégalité, c'est fondé sur une vision de la société qui, à mon avis, n'a pas de sens. Aucune société, à ma connaissance, n'est purement proportionnelle. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que les personnes ont des trajectoires sociales différentes, ont des intérêts et des goûts différents, ont des capacités différentes. Hein? Si on dit, moi, je ne suis pas bon en maths, puis je ne comprends pas la mécanique quantique, ben, tu n'iras pas en physique, là. C'est pas compliqué. Par contre, moi, je ne suis pas fort sur les maths. Les matheux, c'est un monde qui me dépasse, mais moi, je suis allé en physique, je ne suis pas allé en maths. OK? Et donc, pourquoi qu'il faut aller dans un domaine et dans l'autre? On est en 2024. Il n'y a pas de plafond, à moins de le démontrer. Et ceux qui disent qu'il y a un plafond, c'est qu'ils comparent des statistiques sans regarder le potentiel réel du bassin d'embauche. Et donc, tout ça est fondé sur des a priori que j'ai mis en évidence. Et ces a priori-là amènent à une vision de la société qui n'a aucun sens, que tout
les chiffres devaient être proportionnels à tout, ce qui est la négation de ce qu'est une société diversifiée. Merci de votre attention. C'est bon, on va commencer. Mario Jourdouin qui a déjà une question. Ben, c'est des commentaires plus. Oui. Parce C'est que, beau. parce que comme il a commencé avec un exemple sur l'emploi, puis moi, j'ai travaillé pendant une quarantaine d'années dans le domaine, puis vous avez parlé du taux d'activité. Mais il y a bien d'autres facteurs. Il y a aussi que les femmes, il y en a plus qui ont 65 ans et plus, donc vous avez eu l'avantage à prendre les 25-54. Enfin, la comparaison, et d'ailleurs, quand on regarde les données, l'écart est moindre. Ensuite, ils ont moins de taux de chômage parce que le taux d'activité inclut aussi les gens sur le chômage. Donc, quand on parle de taux d'emploi, l'écart est moindre. Mais il demeure quand même qu'il y avait des barrières, il y en a encore, et que, par exemple, quand on a adopté les garderies à tarification réduite, on s'est aperçu que l'écart a baissé considérablement. C'est juste pour dire que, oui, la statistique, elle dit quelque chose, mais ensuite, il faut creuser. C'est la même chose si on vous avait parlé des verbalisations. Je trouve que vous avez été vite. Parce que là, le profilage racial, c'est quand même quelque chose qui est reconnu. Oui, c'est autre chose, mais là, on va s'entendre Non, sur non, non, mais c'est faut parce que vous distinguer les prenez deux. dans les Tout autres, le là. monde sait ça, là. Je veux qu'on s'entende bien parce que je connais l'affaire par cœur, c'est de dire, à chaque fois, d'ailleurs, c'est intéressant sur le plan sociologique, à chaque fois qu'on soulève cette question-là, on se sent obligé de dire, ah oui, il y a du profilage racial, mais tout le monde sait ça. On n'a pas à s'excuser à chaque fois, comme dire, hey, je ne suis pas contre les Autochtones quand je dis qu'il y a un taux d'effet. Tu sais, on se sent, il faut être réflexif, on se sent attaqué, puis on se dit, ah oui, il faut. Je fais juste dire que quand les gens donnent les chiffres, eux, contrairement à ce que vous êtes en train de faire, puis que moi je fais aussi, puis qu'il faut faire, Ouais, c'est c'est ça. jamais ça qu'ils font. Ils font juste dire, hey, exemple, quand vous dites qu'il y a des obstacles, je suis d'accord, mais il faut aller plus loin. Parce que si vous dites qu'il y a des obstacles, c'est que vous présupposez aussi que tout le monde devrait aller là, ce qui est faux sociologiquement. C'est faux. Je pas OK? dit ça. Non, non, c'est pas ce que vous dites. Je dis, c'est ce qui est présupposé quand on dit il y a des obstacles à aller au travail. Oui, mais s'il n'y en avait pas, ça voudrait dire que tout le monde irait, ce qui n'est pas vrai. Il y a des gens qui ne veulent pas y Non, aller. non, non, je sais bien. Mais il y a quand même des facteurs, c'est ça. Il faut creuser, il faut aller un peu plus loin que ça. Exactement. Je Et trouvais donc, ça simple un peu. Comme par exemple, si l'écart a diminué avec le temps, il y a des raisons, là. Fait que c'est ça qu'il faut examiner aussi. c'est ça qu'on Puis, dit. non, non, c'est beau. On dit la Puis, même chose. comme l'autre exemple que vous donniez d'un métier non traditionnel, vous avez raison, d'un métier manuel, c'est très, très masculin. Mais moi, j'ai connu beaucoup de femmes qui sont allées, j'ai déjà été conseiller en emploi, donc j'en ai rencontré. Puis il m'a vous dire que dans la construction, je connais un conseiller syndical dans le milieu, c'est épouvantable comment ils sont traités, là. Tu sais, je veux D'accord. dire, Et pas pour rien, l'ingénieur, il n'y c'est en a pas pareil. plus, là. Fait que, tu sais, fait que oui, il y en a de la discrimination, c'est pas le chiffre, c'est juste Mais, un indice. OK. Pensez de faire aller plus loin. Parce que quand vous dites qu'une corrélation n'est pas une causalité, moi, Voilà. j'ai rajouté que des fois, ça en est. Non. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement une causalité, mais des fois, oui. Non, non, non. Non, non. Une corrélation, c'est Ah, une relation mathématique entre deux variables. Non, c'est ben, important, je connais ça, là, c'est mon sociologique. domaine. OK, mais c'est un peu mieux aussi, là. Une corrélation, c'est une relation entre deux variables. La Ouais. causalité, elle est nécessairement sociale, dans le sens que c'est vous, comme sociologue, comme politologue ou comme médecin, qui va Ou en dire, prenant des données ailleurs, en prenant des données ailleurs, oui, mais qui va trouver la cause. Une cause, là, c'est pas voilà. un chiffre. Une cause, c'est un phénomène. Par exemple, si j'ai une corrélation avec la charge de l'électron avec le champ magnétique, la cause, ça va être de dire, j'ai une théorie, mais c'est pas vrai Oui, que mais la corrélation, elle met quand même un indice, c'est tout. eh oui, Je ah ne dis pas oui, que c'est. Je suis bien d'accord, je l'ai écrit 1 milliard de fois qu'une corrélation est on est différente d'une d'accord. Non, non, causalité, c'est parce que là, vous allez mais elle peut être le résultat d'une causalité aussi. ah ben oui, mais là, c'est la même chose. On dit OK, que c'est correct. à chaque fois, il faut trouver la cause. Et eux, souvent, comme ils ne la trouvent pas, le silence rhétorique arrive à une réponse. Et d'ailleurs, on vient exactement l'exemple que je veux dire, c'est Oui, non, non, mais c'est et ça, là, la parce que conférence ne porte pas sur ah oui, il faut diminuer les égalités. C'est une banalité que je trouve qu'on devrait cesser de dire parce que c'est gros comme la maison. Parce Elle que c'est devrait drôle, les données dire que vous avez montrées sur la scolarité, là. Comme par oui, exemple, en gestion, ça avait l'air à peu près égal, mais dans le oui, fond, quand vous fouillez dans les domaines spécialisés de gestion, c'est très, très différent. oui, je le sais, mais encore une fois, le but, c'est pas de creuser. J'aurais pu prendre n'importe quel autre exemple. On me donne un autre exemple, j'en ai un million, mais ça n'a aucune importance, ces exemples. Il faut aller derrière les exemples, c'est dire pour quelle raison, c'est ça Oui, mon c'est ça. argument. Mon argument, c'est de dire pour quelle raison, dans les journaux, on dit hey, les femmes gagnent moins.
Point. On ne dit pas, il gagne moins parce que blablabla. Puis on dit, c'est scandaleux. C'est pas scandaleux. Il y a des raisons à ça. Et il y a plein de gens qui font ça. Je fais juste dire ça. Par Mais exemple, ça peut être scandaleux. Et ça oui, dérange partie. mais ça, si c'est scandaleux, vous le trouverez scandaleux. Ailleurs. C'est pas ça qui m'intéresse. Par exemple, en Ontario, le fait que cet examen de Pas maths, aujourd'hui. là, c'est Bon, ben, je vous quitte. non, mais un examen de maths en Ontario qui va à la cour comme discrimination, c'est ça que je veux montrer. La raison pour laquelle ils ont gagné, c'est que la juge a dit, hey, c'est vrai, 50 versus 80, c'est discriminatoire. La juge fait une erreur de logique monumentale. C'est juste ça que je dis. Et à mon avis, on ne dit pas assez souvent, et on parle de ce que, comme vous venez de le dire, puis ça, on fait ça depuis des années, hein, c'est le travail des sociologues, mais c'est pas ça mon but. Mon message, c'est de dire, soyez sensibles aux phrases qui ne font que donner deux chiffres. Parce que derrière ça, il y a a priori l'idée que, ah oui, ça devrait être 50-50. Mais pourquoi ça devrait être 50-50? C'est 80-20 en éducation, c'est pas 50-50. Mais personne ne dénonce. Personne. Je vais faire un petit commentaire aussi. Vous avez mentionné dans la loi qu'il ne fallait pas qu'il y ait de discrimination en fonction des déficiences mentales. Oui. Ben, je pense que dans les universités, juste les examens d'entrée, c'est déjà une discrimination envers les déficiences mentales. Alors, on s'en sort pas. Puis, c'est une espèce d'illogisme de mettre les déficiences mentales à ce niveau-là. Mais Euh, c'est pour ça que la juge Côté a rappelé, puis les trois juges minoritaires, qu'il faut identifier la cause. Si on identifie. Moi, je suis un peu radical. J'aime à mes étudiants nous, on fait plein de corrélations, on fait plein de statistiques avec des millions de données. Il y a toujours des corrélations. Je leur dis, si vous n'avez pas une causalité, un mécanisme, je ne m'en occupe pas parce qu'il y a des corrélations avec la Lune aussi, hein? Mais il n'y a pas de mécanisme avec la Lune. Puis, je voulais peut-être faire une petite annonce aussi. Je ne sais pas si vous le voyez assez bien ici. Le livre de Thomas Sowell, Economic Facts and Fallacies. Ah non, je ne Euh, connaissais pas. hein? Non, non, je ne le connaissais pas. Non? OK, ben c'est un économiste américain noir, puis justement, il parle des différences salariales aux États-Unis entre les hommes et les femmes, entre autres. Et il OK. parle aussi des différences d'incarcération des Noirs aux États-Unis par rapport aux Blancs. Oui, Et c'est une ça. des choses qu'il dit, par exemple, pour les différences d'incarcération, c'est que si on compare les Noirs qui ont le même niveau de revenu que les Blancs, ben là, le taux d'incarcération est le même. Fait que c'est pour ça qu'il faut vraiment fouiller pour aller un peu plus loin, pour voir que peut-être dans ce cas-là, le problème, c'est peut-être le statut socio-économique et non pas une question raciale. Alors, je recommande ce livre-là à ceux qui... Il n'y a pas de questions dans les commentaires? Euh, Monsieur Gingras, je vous remercie pour les renseignements que vous nous donnez. J'ai pris ma retraite au Cégep de Saint-Jérôme il y a 15 ans. Il y avait 21 professeurs de mathématiques pour 3500 étudiants. Le Cégep de Saint-Jérôme, aujourd'hui, compte 7000 étudiants, mais non pas 42 profs de mathématiques, mais 11. Les cours de mathématiques disparaissent partout. Toutes les techniques scientifiques, comme génie mécanique, ont fait disparaître le cours calcul différentiel intégral. Je voudrais juste vous faire comprendre, c'est pas un reproche, mais il me semble que vous êtes victime d'un mythe qui dit que tout le monde est égal. Les statistiques, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir comprendre ça. Ben oui. Il y a une minorité de gens dans notre société qui peuvent comprendre les statistiques. Mais paradoxalement, tout le monde se prononce sur les statistiques. Bon, D'accord. ce que vous nous dites là depuis tantôt, là, ce sont des nuances. Comment on peut comparer des choses? Autrement dit, je disais dans le devoir la semaine passée, le corps des agents de la paix. Bon, tout le monde sait dans le monde journaliste que les gens ne lisent que les premières lignes. Quand on dit agents de la paix, dans ma tête, c'est à peu près 20 000 policiers au Québec, 20 000 gardiens de prison et tous les autres. On dit que le corps des agents de la paix sont violents envers leurs femmes et ont été condamnés. Première page du devoir la semaine passée. Oui. Et là, quand vous lisez un peu plus bas, ce que rarement les gens font, on découvre qu'il y en a 29 agents de la paix qui ont été accusés, puis il y en a 18 qui ont été condamnés. Mais quand vous lisez la première ligne, sur la première page de devoir, c'est le corps des agents de la paix. Moi, en lisant ça, j'ai dit, tabarnouche, il y en a donc beaucoup. Alors, c'est juste ça que je vais vous faire remarquer, c'est que peut-être ajouter que les statistiques, c'est pas donné à tout le monde, M. Gingras, de pouvoir comprendre ça.
Non, mais c'est évident, c'est tout le présupposé de mon discours, c'est de dire que, voyez-vous, même à la Cour suprême, ils ont tendance à ne pas ramener ça à ce que ça doit être. Ah, c'est la Cour suprême, là. Et si eux ne comprennent pas, on est dans le trouble solide. Mais je suis d'accord avec vous, c'est l'exemple que j'ai souvent pris d'un journaux de dire ce qui est écrit en gros, c'est démontré faux dans le reste du texte. Et ça, c'est les chefs de pupitre qui ont la responsabilité de mettre un gros titre. Puis à chaque fois que je lis, je fais exactement ce que vous dites. Je dis, ben, non, ça ne correspond pas aux statistiques. Mais moi, je n'ai pas présupposé que tout le monde doit les comprendre. J'ai juste dit, il faut former les gens à dire, quand vous voyez un chiffre, dites-vous, mais qu'est-ce que ça veut dire, ce chiffre-là? Ce n'est pas des maths compliquées, là. C'est dire 23 30 qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient d'où, ce chiffre-là? Là? Comme vous dites, agents de la paix. Les flics, c'est agents de la paix. Les gardiens de prison, c'est agents de la paix. C'est mal défini. Et ça, c'est le problème des journalistes souvent. D'ailleurs, j'ai donné une formation il y a une couple d'années au Congrès des journalistes sur comment interpréter les chiffres en disant, attention, quand vous dites ça, là, les gens vont comprendre. Il faut faire ce que j'appelle une phénoménologie de la lecture. Si je dis 22 font 6 points, les gens vont penser que c'est toute la population, un quart de la population, etc. Donc, c'est un peu l'effort que je fais, surtout pour les gens en poste. Parce qu'effectivement, comme vous avez dit, les stats, mais c'est la Cour suprême qui a décidé qu'il faut des statistiques pour démontrer une discrimination. Mais je dis, OK, s'il est faux, il faut au moins les interpréter correctement. La seule façon de les interpréter correctement, à mon avis, c'est d'offrir un mécanisme. Comme on vient de faire tantôt en disant, oui, ça c'est à cause de ci, on est d'accord là-dessus. Avec mon collègue tantôt, là, on s'obstinait, mais pas parce qu'on était en désaccord. On s'obstinait parce que je disais, moi, je ne parle pas de ça, je parle de l'autre. Mais si on veut parler de ça, c'est la mécanique. S'il n'y a pas de mécanisme, moi, j'ai vu des études, des fois, dire une corrélation ici de 0,001. Oui, mais sur 1 million de données, c'est facile de trouver des corrélations. Hein. Vous savez qu'il y a un site web, là, vous connaissez peut-être, qui est Fake Correlations. Il montre des dizaines de corrélations entre des phénomènes complètement disparates, qui sont complètement absurdes. C'est génial. Des corrélations de 0,9 avec des affaires qui n'ont pas de sens. Mais il y a aussi, il ne faut pas oublier le vieil adage. À chaque fois qu'on cite des chiffres et des statistiques, j'entends toujours des gens me dire on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres. Voilà. Et là, quand vous êtes rendu là, mais là, ça vient à dire que tout est relatif, il n'y a aucun chiffre qui a du sens. Ouais, mais moi, j'ai une réponse à ça, vous savez. À chaque fois que j'entends ça, je dis oui, on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres, mais les chiffres ne disent pas n'importe quoi. OK. OK? Les chiffres ne disent pas n'importe quoi, mais il y a des gens qui le font dire n'importe quoi. Mais les chiffres ne disent pas n'importe quoi. Mais il faut savoir effectivement les interpréter. Et donc, c'est pour ça qu'il faut, au secondaire, un minimum d'esprit critique sur les chiffres. On a une question de Charles Boisvert. Oui, bonjour, c'est pas Charles Boisvert, c'est son ami Sabin. Charles est juste à côté de moi. Monsieur Gingras, merci pour la présentation. Je trouvais que vous tombiez pile poil dans le mille. Là. Je pense que c'est un sujet qui mérite vraiment de battre le fer quand il est chaud parce que je pense que ça va juste prendre du momentum dans le futur, ce genre d'argument purement statistique-là pour insinuer des discriminations. J'aurais aimé ça vous entendre sur un autre arrêt de la Cour suprême. Je ne sais pas si vous pourriez commenter. Vous avez regardé la règle Gladu. C'est dans les années 90. C'est par rapport à l'incarcération chez les Autochtones. Puis qui exige maintenant que quand on va à la Cour pour défendre ou pour les procureurs, là, quand c'est en cause avec des Autochtones, de remplir des formulaires qu'ils appellent des formulaires Gladu, dans le but de vouloir, mais évidemment, là, ramener à une parité statistique dans le système incarcéral les Autochtones et les Blancs ou les Allochtones. J'aimerais vous entendre spécifiquement commenter aussi sur non seulement que c'est vicier un peu le raisonnement à la base, comme vous nous l'indiquez, mais aussi que même les bonnes intentions ne se traduisent pas dans les effets qu'on croit, parce qu'on est quand même 25 ans après la règle Gladu, puis pourtant les chiffres, ils ne bougent pas. Et donc là, il y a aussi, c'est la même chose avec la discrimination positive dans les universités américaines. On est 70 ans plus tard, les chiffres, ils ne bougent pas. Et donc, à quel point, là, dans le fond, c'est une double erreur, finalement, qui est commise. OK, bien, je suis content que vous me mentionniez le jument Gladu parce que je ne suis pas remonté jusque-là, mais je vais l'ajouter à mes jugements parce que j'en ai trouvé une couple, là. Puis comme tout le monde mentionnait le Fraser, puis ce qui est intéressant dans le Fraser, c'est qu'on voit 2 juges, 3 juges contre 6 qui se battent, là.
poliment, malgré le respect, ce que vous dites est illogique. C'est un mot fort pour dire à ton collègue, t'es illogique et c'est absurde, tes conclusions, c'est un peu fort, c'est dans le jugement. Mais donc, j'ai pas vu le rapport Gladue, mais effectivement, c'est de la pensée magique. C'est de la pensée magique. Au lieu d'aller dans les causes sont sociales. OK? Il dit, ah, il y en a plus, demandez-vous pourquoi. Ils ont des situations de difficultés où ils sont mal gérés, etc. Et ils ont des écoles, par exemple, ah oui, j'ai oublié de dire ça, c'est que dans le jugement en Ontario, il y a une phrase là, que je n'ai pas mis parce que c'est un peu long déjà, où le juge dit, le juge de la cour d'appel dit, ouais, mais là, il y a un expert qui est venu témoigner en disant, écoutez, demander un examen de 9e année à des profs qui vont enseigner au primaire secondaire, c'est pas exagéré, même qu'il n'y a pas assez, ça devrait être, ils devraient, eux, être formés avec des examens de 12e année, parce qu'il dit même les questions qui portent sur la 9e année, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ça veut dire que l'examen de maths, c'est des examens de niveau en Ontario 0 à 7 ou à 8. C'est vraiment des divisions, des multiplications, puis de la GEP de base, là. Ils sont à l'université, ces diplômés-là. Mais à aucun moment, le juge il dit, écoutez, ça ne peut pas être de la discrimination parce que le but, c'est d'être prof de maths. Si tu ne comprends rien aux maths, tu ne seras pas prof de maths. Voyez-vous? Donc, c'est qu'on a inversé le rapport des choses. Vous êtes un peu là. D'où mon exemple de la course du 100 mètres. Y a-tu quelqu'un que ça le dérange, il y a juste des Noirs qui gagnent au 100 mètres? Ben non, on s'en fout. Mais effectivement, il y a juste des Noirs. Hein, il y a 4 blancs sur 33, c'est zéro, ça, là. 4. Donc, le juge Gladue, mais comme vous avez dit, ça n'aura pas d'effet parce que comment tu veux avoir autant de bandits d'un bord ou de l'autre si c'est dans un... C'est comme dire, il faut que le nombre de vols à Outremont soit le même que dans Saint-Henri. Mais attends un peu, c'est parce que ça ne marche pas de même, là. Donc, je retiens le cas de Gladue. L'autre bout que je voulais répondre, c'était, quand vous avez dit... Ah oui, sur la discrimination positive. Ça, il faut faire des distinctions. Là, on change un peu de propos, mais dans les chiffres que je viens de vous montrer, voyez-vous, j'ai montré des courbes sur 15 ans environ. Aucune n'a bougé, hein? Vous avez vu, il n'y en a pas une qui est comme ça. Les seuls que j'ai montrés à la fin qui ont bougé, c'est à l'université. Okay? Parce que là, pour une raison très simple, c'est que depuis les années 80-90, c'est une démographie. Les femmes sont devenues dominantes au bac des années 80. À maîtrise, je simplifie un peu en décennies, mais en gros, j'ai les chiffres, là. À maîtrise dans les années 90, fait que là, ça ne prend pas un doctorat en sociologie pour comprendre que dans les années 2000, ils vont être dominants au doctorat. Et si c'est eux qui ont un docteur, ben on va les embaucher. On va les embaucher parce que, à moins de croire qu'ils sont vraiment plus connes que les gars, statistiquement, ce n'est pas le cas. Donc, j'avoue, mes chiffres montrent que c'est comme dans une urne aléatoire. S'il y a 3 boules blanches, tu ne peux pas en ramasser 7 de façon aléatoire. Donc, le programme fédéral des chaires de recherche du Canada qui dit qu'il faut 3 d'Autochtones, c'est une aberration intellectuelle parce qu'ils ne sont même pas 1 à l'université, pour des raisons qu'on connaît. Il y a des problèmes sociaux, des problèmes de santé, et c'est ça qu'il faut régler par des écoles l'eau salubres, des écoles salubres. Et ça va prendre 30 ans. Le fédéral veut qu'on embauche immédiatement des Autochtones à l'université. Fait qu'est-ce que l'université fait? Elle crée un poste en histoire autochtone en pensant que ça va être un autochtone. Mais j'ai des petites nouvelles. Nous, on vient d'embaucher sur un poste d'histoire autochtone. Puis celle qu'on a embauchée, qui est extraordinairement excellente, c'est une femme blanche. Elle a un doctorat, c'est d'Autochtone, c'est une experte des Iroquois. Donc, il n'y a pas de. Donc, c'est un vrai problème, mais qu'il faut l'attaquer au bon endroit. Mais la pensée magique, c'est ah, il faut que les chiffres soient les mêmes. C'est pour ça que je traite de cette question-là aujourd'hui. Je sais que c'est difficile pour certains à comprendre, parce qu'un a priori, c'est hey, ça doit être pareil. Comment ça doit être pareil? Il n'y a pas de société. Aller en Inde, aller en Chine, là, tout le monde n'est pas pareil. Hein? Tout le monde. Par exemple, en droit, je n'ai pas vérifié, mais Sciences Po et droit, je n'ai plus la stat. Il y a assez de femmes, là. Mais quand il y a trop de femmes comme en éducation, là, on ne crée pas à la discrimination. Ça vous montre que ceux qui font ça, ce n'est pas des scientifiques, c'est des idéologues. C'est ça le test. Parce que moi, je suis un scientifique, je dis, ben, si vous parlez de discrimination, il faut être symétrique. Il faut appliquer ça dans les deux niveaux. Et j'observe empiriquement qu'on ne le fait pas.
pour des Il raisons y a une purement question de idéologiques. Robert Bernier. Le travail que vous avez fait et ce que vous donnez comme commencement de résultat, M. Gingras, m'intéresse beaucoup parce que c'est des questions que je me pose depuis très, très longtemps. J'ai commencé à me les poser quand on a sorti les résultats d'un sondage sur le profilage racial à Montréal, où on ne donnait qu'une toute partie du résultat de la première partie. Pourtant, les sociologues avaient fait un travail impeccable. Il fallait lire le rapport au complet, où on disait, je vais parler comme ça rapidement, là. Il ne faut pas prendre mes chiffres comme tels, mais de mémoire, par exemple, les Noirs étaient interpellés 5 ou 6 fois plus que les Blancs. Les Autochtones, à ce moment-là, on disait 4 fois, mais dans d'autres pages, on disait jusqu'à 14 fois. Et la question qui m'est venue à l'esprit, c'est oui, mais c'est quoi la participation de cette portion de la population à la criminalité? Ah Et oui, quand on allait regarder beaucoup plus loin dans le rapport, les sociologues avaient fait leur travail. Et on voyait que, en fait, les chiffres n'étaient plus de 4 ou 5 pour les Noirs, ils étaient de 1,66, si je me rappelle bien. Excusez-moi, j'ai de la mémoire des chiffres, pas la mémoire des dates. Mais bon. Euh, pour les Autochtones, en fait, c'était moins qu'un. Donc, ils étaient interpellés moins que leur participation à la criminalité. Autre question que je me posais également à l'époque, c'est arrivé à peu près dans les mêmes temps. On parlait de discrimination à l'emploi. À ce moment-là, c'était à la ville de Montréal, mais c'est des choses qui sont dans le décor depuis un certain temps. Pour le provincial aussi. Euh, la question, évidemment, si les immigrants sont moins représentés dans la fonction publique, ça peut apparaître comme une discrimination. Maintenant, les questions qu'il faut se poser, c'est est-ce que les immigrants se présentent aux portillons, aux examens, aux tests d'admission, dans la même proportion que leur euh, présentation dans la population. Et je ne sais pas si vous avez fait une recherche sur ces points-là. non, 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 parce que moi, au fond, je veux simplement donner des exemples, mais les exemples que vous donnez montrent que c'est toujours le cas dans tous les domaines. Et donc, j'avais pensé, par exemple, j'avais vu un autre domaine dans la revue Nature. Mais c'est toujours pareil. Ils donnent exactement comme vous dites. Ah, il y en a 4 fois plus là, 2 fois. Arrêtez, là, 4 fois plus. Ils sont 4 fois plus de bandits, mais il y a 4 fois plus de gars en prison. C'est mathématique. Donc, c'est la proportionnalité qui est absurde. Et c'est pareil partout, 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 partout. Je connais aucune exception à ça. Le problème, et l'explication plausible, c'est comme vous dites, le rapport du sociologue était parfait. Ensuite, c'est les médias. Donc, les médias vont dire, hey, là, il ne faut pas critiquer les Autochtones. Là, il ne faut pas critiquer les femmes. Moi, je dis, écoutez, là, je ne suis pas là pour critiquer personne. Je vous dis, faites des statistiques qui sont bonnes. Pourquoi? Et ça, c'est crucial. Si vos statistiques sont bonnes, la politique va être bonne. Ouais. Si vos statistiques, c'est absurde, bien, comme on vient de le voir, ça n'aura aucun effet. Même, il va y avoir même un effet pervers. Parce que, hey, comment ça fait que ce n'est pas égal? Mais oui, parce que vous n'avez pas les bons chiffres. C'est comme dire, hey, il n'y a pas assez de femmes en sciences. Comment il n'y a pas assez de femmes en sciences? Ce que ça veut dire, c'est complètement fou, ça. Il n'y a pas assez de femmes en génie électrique. OK, mais là, en génie électrique, mais en science, en chimie, c'est la science. En biologie, c'est la science. Donc, il y a beaucoup d'idéologies fondées sur des pseudo-sciences qui apparaissent comme la science. Hey, j'ai des statistiques. Moi, je dis non, non, non. Vous avez des statistiques biaisées. Parce que vous voulez promouvoir une chose avec les chiffres qui font votre affaire, pas les chiffres qui ne font pas votre affaire. Vous n'êtes pas pour l'égalité. Vous êtes pour la promotion de votre groupe uniquement. C'est correct, c'est le droit, mais on a le droit de le pointer du doigt que c'est des idéologues. Parce que c'est important parce qu'effectivement, sur les mauvaises conclusions, on va aller à des mauvaises suggestions d'action. Euh, Parce que, par exemple, si les problèmes sont de l'ordre de la criminalité ou quelque chose, il y en a plusieurs à cette époque-là qui disaient, c'est à cause de la police, il faut définancer la police, mais en réalité, Oui. le problème n'était pas là. Le problème était plutôt de mettre plus d'accent sur l'aide
sociale, familiale, etc., pour voir, en tout cas au niveau culturel. Exactement. Ça. Fait que c'est problématique. J'étais très content de pouvoir assister à votre présentation ce soir. Merci. On a une question de Jean-René. Merci Yves pour un propos toujours stimulant et un peu provoquant. Je voudrais revenir sur la question de statistiques et aussi une dimension qui n'a pas été adressée ici, c'est la dimension des échantillons. Mm. Euh, et donc, je ne mets pas en question les interprétations. Et un bel exemple a été donné par une collègue et amie qui travaille depuis plusieurs années à une organisation internationale sur les effets de la radioactivité sur le corps humain. Depuis le début du programme spatial de la NASA, le nombre de femmes astronautes a augmenté et la NASA a une politique qui limite le temps de séjour des femmes à bord des différents vaisseaux spatiaux. Et c'est fondé sur le fait que les femmes auraient un plus haut risque d'avoir un cancer suite à l'irradiation. Et le fondement de données provient, pour la décision de la NASA, des études qui ont été faites à Hiroshima et Nagasaki après l'explosion des deux bombes atomiques des Américains. Et c'est des études qui ont recensé finalement les taux de décès dus au cancer chez les hommes et chez les femmes. Un échantillon qui avait des milliers de personnes. Je ne me souviens plus du chiffre exact. Et l'année dernière, ils ont terminé une étude, l'équipe de mon ami collègue, qu'ils ont présenté d'ailleurs à un grand congrès à Montréal. Et ils ont finalement démontré qu'il n'y avait aucune différence entre hommes et femmes sur les risques de cancer généraux. Et cette fois-ci, l'échantillon avait 2,5 millions de dossiers de personnes ayant travaillé dans l'industrie atomique nucléaire, sites d'explosion nucléaire en Europe, incluant l'ex-Union soviétique et Russie et les Américains. Et il y avait d'ailleurs le dossier d'Oppenheimer là-dedans. Donc, là, je ne mets pas en question l'interprétation. Je pense que probablement la NASA était justifiée de prendre une décision comme telle, mais on voit que là-bas, c'est important de bien interpréter, mais il y a aussi la base de données. Et souvent, dans certaines études, et probablement dans les questions de diversité et tout, et je pense que tu fais légèrement allusion, on a affaire à des petits échantillons. L'écart type, souvent, va être de l'ordre des différences. Donc, c'est un commentaire que je voulais faire sur la taille des échantillons. Ça, c'est très intéressant. Il n'y a pas juste la taille, il y a ce qu'on appelle aussi des échantillons de convenance. Il y a eu une étude au Québec là, vers 2018-2019, je ne sais pas, qui a fait un immense impact dans les journaux sur le harcèlement sexuel à l'université. OK? Gros impact, amené une loi. Le monde est devenu hystérique autour de ça. Complètement hystérique. Quand on regarde le rapport dit ceci est un échantillon de convenance. Et quand on regarde les données à la fin, on voit très bien qu'il est complètement biaisé en termes d'échantillons représentatifs. Complètement biaisé. De sorte que ceux qui avaient des choses à dire se sont précipités sur le questionnaire, ce qui a fait augmenter les taux. OK, donc un échantillon de convenance, quand on dit ça, les journaux oublient ça, eux autres. Ils disent hey, 30% des étudiantes sont harcelées. Ils disent voyons, non, je suis à l'UQAM depuis 30 ans, ça se peut pas. Un tiers. C'est impossible. Ça se peut pas. Puis quand on regarde les données, on dit, ben voyons donc, les données sont complètement biaisées. Complètement biaisées. OK? Donc, l'échantillon de convenance, c'est déjà une chose. Et l'autre, c'est qu'effectivement, un échantillon, je dirais, comme celui qu'ils ont pris des années 50, c'est une forme d'échantillon de convenance parce que ça s'adonne que c'est ceux qui étaient là, puis peut-être ceux qui étaient là dans un quartier riche, exemple. Tu sais? Ben, si je vais par hasard dans un quartier riche, ben, c'est un quartier riche. Il n'y a pas de pauvres, donc ils sont en meilleure santé. Mais ils sont peut-être 10 000. J'ai pris 10 000 personnes. Oui, mais tu les as pris dans Outremont. C'est pour ça que les stats, c'est compliqué. Tu as parfaitement raison, il faut creuser. L'autre chose, c'est, comme tu dis, à l'impossible, nul n'est tenu. On était mieux que cet échantillon-là. Puis on pensait, à mon avis, mais là, je ne l'ai pas analysé, mais c'est une hypothèse, qu'on s'est dit, probablement, le biais, c'est de dire
Ouais, mais je n'ai 20 000. OK, tu sais, on a tendance à dire, hey, je n'ai 20 000. Oui, mais tu as peut-être 20 000, mais s'ils viennent tous d'Outremont, on va être 100 000. C'est pas représentatif. Donc, il y a la taille, mais il y a surtout la véritable représentativité de l'échantillon comme test. Fait qu'eux, s'ils trouvent qu'effectivement, il n'y a pas de différence, ensuite, il faut expliquer pourquoi, etc., etc. Il y a 1000 raisons. Et là, c'est de la vraie science. C'est dit, ben oui, ça se peut qu'en 1950, aujourd'hui, les choses ne sont pas pareilles. Puis, même si c'est 2 millions de gens qui viennent d'un milieu, donc c'est compliqué de faire comme le disait tantôt, c'est pas tout le monde qui comprend les statistiques en plus, là. Mais c'est un très bel exemple là, de vraie science. Ça me fait penser, il y a deux livres que j'ai lus qui s'appellent Damned Lies and Statistics, puis Ben oui, More ben oui, Damned Lies and Statistics. ben oui, ben oui. Charles Boisvert, veux-tu? Ma question pour vous, là, c'est par rapport surtout à tous vos collègues à l'université. Je pense qu'on peut voir beaucoup d'idéologies qui sont partagées au sein même des campus par des professeurs. Comment est-ce que vous pensez que les organisations scolaires doivent faire, qu'est-ce qu'ils devraient faire pour mieux baliser l'enseignement? Comment faire de la bonne science? Comment bien interpréter, surtout les professeurs, en fait, comment bien interpréter des données pour éviter finalement de biaiser des étudiants dans des raisonnements illogiques qui les amènent après à prendre des décisions qui sont peut-être pas basées justement sur des faits, sur ce que la réalité est. Puis moi, je vais juste dire, vous avez le droit de dire que c'est la faute des cégeps, parce qu'on est deux profs au collégial ici, puis on va le prendre le blâme si c'est nécessaire. Non, 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 moi, je blâme jamais personne. Je dis, ce qui est important, c'est que ça s'applique surtout au problème des sciences humaines et sociales, bien sûr, hein. Ça ne s'applique pas, en gros, là, aux sciences dures, là, parce qu'il y a des protocoles. Ce qu'il faut mettre de l'avant, c'est justement d'apprendre aux gens à dire, le problème que moi, je dénonce, c'est que je n'ai pas les proportions, je n'ai pas fait un sondage, mais il y a trop de profs qui confondent le militantisme, la morale et l'explication que j'appelle scientifique au sens de rendre raison des phénomènes. Hein? Quand on dit c'est quoi science, c'est-tu mathématique? Non, la science, c'est rendre raison des phénomènes. En sciences sociales et humaines, on peut rendre raison des phénomènes par des lois sociales assez simples, qui ne sont pas quantitatives, mais qui disent, écoutez, là, dans la psychologie des foules, on connaît ça. Les phénomènes d'hystérie collective, ça existe, il y a des travaux là-dessus. Les mondes deviennent tout cinglés, puis ça se propage comme un virus, ça existe, tout ça. Et donc, c'est dire, moi, et c'est pour ça mon point de vue il est weberien, comme dit Weber, il faut regarder les faits, les expliquer, surtout ceux qui nous font mal. Parce que c'est là qu'on doit accepter les choses. Alors que souvent, il y a trop de profs qui, en histoire, en sociologie, en anthropologie, c'est encore pire, sont là pour dire, ouais, mais les Autochtones, ils ont été malmenés. Oui, mais laisse le grand chef le dire, ça, parce que le grand chef, lui, c'est sa job de dire, hein, c'est normal. Picard défend les Autochtones comme le chef du syndicat de la CSN défend un syndicat de la CSN. Le prof de cégep, qui est dans l'enseignement supérieur, doit dire, on va analyser les phénomènes, puis aimer ça, aimer pas ça, c'est une autre étape. Hey, moi, je ne suis pas d'accord. Je vais vous conter une anecdote là-dessus. Dans mon cours de sociologie des sciences, j'avais donné à l'UQAM ma maîtrise. J'ai fait exprès, je le présente un cas très dur de Valérie Fabricante, qui avait tué des gens à Concordia, qui est en prison à vie. Puis, voyez-vous, la science, ce n'est pas la société. La science, c'est une république de la vérité. Et donc, bien qu'il soit en prison à vie, il a publié 70 articles dans des revues scientifiques. Au début, ça a fait scandale. Les scientifiques ont dit, mais là, non, on ne veut pas savoir. Il est en prison, mais lui, il a fait un théorème. Il est bon, le théorème. On le publie. Si on commence à dire qu'on ne le publie pas parce qu'il est en prison, il dit, on mélange la société et la science. Lui, il était scandalisé. J'ai dit, écoute, si je ne fais pas de morale, je te montre que la science marche de même. Si tu n'aimes pas ça, abandonne la science, là, deviens curé. Tu as le droit d'être curé, il y en a des curés. Mais comprends comment ça marche. Parce que si tu ne comprends pas ce que j'ai expliqué sur la sociologie des sciences, tu ne comprendras pas pourquoi on publie Fabricant. Donc, moi, je donne les mécanismes qui font que je peux prédire à l'avance que Fabricant va être publié. Parce qu'il y a des normes. Je ne dis pas qu'elles sont bonnes, les normes, c'est celles-là. Voyez-vous? Donc, il faut en arriver à une vision descriptive, ethnographique. C'est ce que j'appelle, moi, une ethnographie. Je décris fourmi. Comme là, la Cour suprême, je décris ça, le juge Abella, il est activiste. Les gens vont dire, « Ah, Gingras, il est contre le juge Abella. » Mais non, mais non. Vous dites juste qu'elle l'a dit elle-même. On doit aller de l'avant. La juge Côté est assez conservatrice. Elle ne dit pas notre job.
C'est la job du gouvernement de faire ça. Nous, on applique la loi. Donc, il y a une lutte à l'intérieur de la Cour suprême. On peut décrire cette lutte-là. Pas prendre parti. Moi, je ne prends jamais parti. Jamais. Ce n'est pas ma job. Je décris l'affaire. Mais les gens insinuent et surtout prêtent des intentions. Ça, c'est un classique. Hein? À chaque fois, on prête des intentions. Et là, on dit, ben non, je suis toujours obligé de mettre des parenthèses. Écoutez, là, ça ne me dérange pas qu'il y a 90% de femmes en éducation. Je vous dis juste que si vous dites qu'il faut que ça soit 50, vous ne parlez jamais des cas où ces femmes sont partout. Ça ne fait pas votre affaire quand on dit ça. Hein? Ah, mais non, mais non. OK? Donc, il faut ramener ça à la rationalité scientifique descriptive et explicative. Pourquoi Fabricant est publié alors que c'est un tueur cinglé dans une prison depuis 30 ans? Il y a une explication très simple qui ne relève pas de la morale. Et ça, il y a des idéologues, et c'est pire en sociaux, moins en histoire. Mais en sociaux, les pires, c'est en anthropo. Ils veulent tous défendre les Autochtones comme si les Autochtones n'avaient pas leur propre porte-parole. Comme je dis toujours, ces gens-là parlent à la place des autres. Alors que les autres, on les porte-parole, on leur laisse le porte-parole. Et nous, on dit pourquoi ils revendiquent des modes de connaissance, des connaissances traditionnelles. C'est quoi ces affaires-là? Mais aujourd'hui, on n'ose pas les critiquer. Moi, je ne les critique pas, je décris que ça ne veut rien dire, connaissance traditionnelle. C'est un mot vide de sens. Donc, il faut défendre la science au sens de la description rationnelle du monde. Dans les commentaires, il y avait un certain Martin qui a mis plusieurs commentaires. Est-ce que vous voulez poser vos questions, Martin? Le fardeau de la preuve, la recherche de causalité devrait être du côté de la recherche de l'égalité ou du statu quo. Je ne comprends pas parce que quand on... il veut savoir si le fardeau de la preuve doit être du côté de ceux qui défendent l'idée qu'il faut qu'il y ait 50% des hommes et des femmes ou qu'il y ait un pourcentage tant, non, ou c'est que pas ce soit les gens qui critiquent les statistiques qui doivent non, démontrer que leur critique est bonne. c'est pas comme ça que ça se pose. C'est pas un choix entre un ou l'autre. C'est un dialogue. Si moi, il me dit ça, moi, je vais dire, ben, c'est quoi la raison? Dis-moi comment une société. C'est très simple. C'est que si la société était faite par un algorithme, j'ai écrit un texte là-dessus d'ailleurs dans PLS, si la société était faite par un algorithme, ben, on aurait les proportions qu'on vient de trouver dans les postes en sciences humaines. Là, ça serait une société aléatoire. Mais ça n'existe pas, une société aléatoire. Donc, moi, je fais juste dire ça. Si on me dit oui, il y a une société où il n'y a pas de différence nulle part. Ah bon? Ça n'existe pas. C'est comme dire, il y a plus, par exemple, si vous allez chez les chasseurs-cueilleurs, oui, il y a des femmes qui allent à la chasse, mais en gros, c'est des hommes qui allent à la chasse. C'est pas que c'est bien, c'est pas que c'est mal. Les éthologues expliquent ça, qu'effectivement, c'est pas 50-50. C'est pas ça du tout, c'est les chasseurs. C'est prédominamment les hommes. Ils étaient plus grands, ils étaient plus gros, qui couraient après les animaux. Pas compliqué à comprendre. C'est pas sexiste que de dire ça. C'est de décrire les sociétés antiques. Aujourd'hui, c'est des sociétés techno-scientifiques. On a des maisons, on a de l'électricité. Et donc, d'ailleurs, voyez-vous, il y a une étude de 2018 géniale dans la revue Science Progress qui montre, c'est extraordinaire, j'ai découvert ça par hasard, il y a 3 semaines. Elle fait une analyse de toutes les sociétés à travers le monde, mettons 120 sociétés ou 120 pays. Là. Elle montre que plus le développement économique est développé et que les hommes et les femmes ont des développements économiques élevés, plus leur choix entre les hommes et les femmes est différent. C'est pas intuitif du tout. Hein? Or, il l'explique en disant, si les gens sont tous pauvres, ben les hommes et les femmes n'ont pas de choix non plus, ni un ni l'autre. Fait qu'ils font la même affaire. Si tout le monde a un bon, comme au Québec en gros, hein, un bon niveau de vie, il va y avoir des disparités beaucoup plus grandes entre les choix des hommes et des femmes. Ils se sentent beaucoup plus libres de choisir des choses. Ça, c'est un article avec bourré de stats, mais qui est génial. Parce qu'il va contre, encore là, l'intuition que plus on va être égalitaire, plus on va faire la même chose. Mais non, c'est le contraire. Parce Ma question, excusez-moi. Ma question relevait, c'est tiré effectivement directement de l'exemple que vous nous aviez donné des jugements de la Cour suprême. C'est que dans les cas, et ils sont nombreux, hein, où est-ce qu'on n'a pas établi de lien de causalité? On ne connaît pas
l'explication derrière une inégalité ou une différence statistique. Ouais. Dans tous ces cas-là, la question, c'est la suivante, c'est est-ce que qui devrait avoir euh, la, le fardeau de la preuve? Qui devrait être en mesure de démontrer, voici, il ne s'agit pas d'une inégalité, il s'agit de l'expression d'un choix individuel. Et puis au contraire, ben oui, il s'agit d'une inégalité. Puis là, à ce moment-là, il faudrait faire des programmes chez les Autochtones et chez les Noirs d'initiation mathématique. Oui, c'est ça. Mais si on parle du... Là, on va distinguer deux choses. Si on parle du jugement de cour, le point de vue de la juge côté serait de dire, ben, ça ne relève pas de la Cour, ça relève du gouvernement. Alors que le problème, c'est quand la Cour suprême dit ça, c'est invalide, le gouvernement est dans le trouble, là, il est obligé de créer des patentes. On vient de donner l'exemple du juge Gladu. Là. Il dit, OK, à l'avenir, là, vous allez faire ça, puis ça, puis ça. Mais ça devient la loi. Donc, ça, c'est la première chose. La juge côté, je suis plutôt d'accord avec elle là-dessus, c'est de dire, ça relève des choix sociaux compliqués. Si le gouvernement, lui, veut dire, ah, ben moi, j'aimerais ça qu'il y ait plus autochtones en chimie. Disons que le gouvernement dit ça, lui. J'aimerais ça qu'il y en ait plus. M'ouvrir une école à Kanesatake, bravo, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas la Cour qui doit faire ça. La Cour doit dire une discrimination, là, c'est interdit. Alors qu'une différence, on peut dire, ben, j'aime une société diversifiée. Hein, le gros bon sens nous dit que si on est 5 autour de la table et qu'on vient de lieux différents, on va nécessairement avoir un regard différent. Donc, ça va être plus riche. Hein, tout le monde est d'accord avec ça. Donc, on peut valoriser la diversité sur cette base-là, mais pas sur une base arithmétique, parce qu'elle présuppose qu'on devrait toujours être 50-50, puis il n'y a aucune raison que ça soit vrai, ça. Aucune zéro. Nulle part sur la Terre, ça existe. Donc, il faut plutôt dire... Essentiellement, c'est cet argument-là qu'il ne faut pas faire l'erreur. Souvent, il est utilisé pour dire, il faut, au contraire, tant qu'on est dans l'ignorance des causes des inégalités statistiques, il faut maintenir le statu quo, de peur de faire une erreur, de peur de créer une autre inégalité. Et puis, à ce moment-là, on ne fait pas de recherche, on n'interroge pas les sociologues, on reste avec les croyances actuelles, et puis tout ce qu'on fait, c'est qu'on n'interviendra pas. Ouais. Puis de cette façon-là, on perpétue une potentielle inégalité ou une potentielle injustice. Je dis potentielle parce qu'on n'a aucune recherche sociologique pour savoir si c'est ça ou si c'est autre chose. Oui. Et donc, moi, je dirais qu'en pratique, là, on peut, je n'ai pas tout ça par cœur en tête, mais je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de cas, a priori, là, où on n'a pas des intuitions assez fondées sur les raisons. Exemple, si on prend les Autochtones, on dit, bien, les Autochtones, regardez dans quel milieu ils vivent, regardez l'accès aux écoles, regardez la durée des études, regardez la santé, on les a variables. C'est celle-là. Donc, il faut agir là-dessus. D'ailleurs, je peux le dire parce que je l'ai dit, c'est filmé à la commission parlementaire du gouvernement fédéral sur la science et la recherche. Ils m'ont posé la question, j'ai dit, écoutez, là, c'est ça la solution. C'est pas de mettre 3%. Ils sont pas là. Il n'y en a pas. Zéro. Il n'y en a pas à l'université. Donc, pourquoi? Parce que pour l'université, il faut finir l'école primaire, l'école secondaire, le cégep. Puis après, ça vous fait un bac. Là, je leur ai dit exactement ces mots-là. Écoutez, l'année de pieds sur terre, les petits élus, là, arrêtez de délirer. Pour être prof, il faut un doc. Avant, il faut une maîtrise. Avant, il faut un bac. Ça prend 20 ans à faire ça. Là. Fait que si vous voulez qu'il soit prof un jour, là, à moins que tu les importes des États-Unis, là, d'ailleurs, il y en a qui trouvent ça drôle que tu embauches un Autochtone pour avoir un square, mais tu le prends aux États-Unis, ça ne contribue pas à la société canadienne. Ça, c'est un commentaire brillant. Donc, en général, on a les causes, globalement. Je pense qu'il n'y a aucun cas où on n'a aucune maudite idée des différences. Dans certains cas, on le sait, par exemple, pour les femmes en sciences, c'est juste des choix. On ne connaît pas de cas là, où on a, au contraire, depuis 15 ans, on s'arrache les femmes pour s'en aillent en mathématiques, en physique. On va tout faire pour les garder. Mais ils vont vers le care. C'est leur choix. C'est correct qu'ils soient en chimie. Bon, c'est quoi le problème? Ah, mais en génie électrique. Donc, mais ça, c'est des idéologues. Il y a un livre que j'ai vu qui est assez extraordinaire, dont le titre, l'IA, hein, c'est la mode depuis 5 ans, l'intelligence artificielle, l'IA. Fait que là, il y a un livre qui s'appelle l'IA, jamais sans elle. Comme s'il y a quelqu'un qui empêche les femmes d'aller en intelligence artificielle. C'est le contraire. Les départements courent après les filles. Ils courent après. C'est un fait empirique. Pourquoi? Parce qu'ils en veulent autant.
Mais les filles ne veulent pas y aller. Foutez-leur la paix. Laissez-leur Merci choisir beaucoup. l'environnement. Et comme je dis, moi, ce que je crois aujourd'hui, pas en 1945, pas en 1962, mais en 2024, je veux dire, au Québec puis au Canada, je veux dire, je connais personne qui ne peut pas aller dans un domaine qui veut aller. J'en connais pas. Sauf en génie, parce que il y a une culture effectivement de macho, là, où les économistes, c'est un autre monde, mais en gros, on ne commencera pas à aller dans les sous-ensembles, là, mais en gros, il y a des domaines très féminins, je vais le démontrer. Pourquoi? Alors, 80% des femmes qui vont en éducation. Est-ce qu'on les force à aller là? Pourquoi les gars, ils ne vont pas? Est-ce qu'on les empêche d'aller là? Il faut être symétrique. Quand on regarde les gars, il faut regarder les filles. Puis là, dire, OK, c'est intéressant. Là aussi, il y a des choix de gars. Pourquoi ils ne vont pas en éducation? Je ne sais pas, moi. Je n'ai pas étudié ça, mais il y en a qui ont étudié ça en éducation, j'espère. Là, mais, donc, oui, il faut toujours trouver des mécanismes. Toujours, toujours, toujours. Une Merci. question de Henri-Paul Bronsard. Là, on est devant un jugement de la Cour suprême et probablement qu'on va voir ce jugement-là à 6 contre 3 qui va entrer dans la jurisprudence. Et vous venez de démontrer que la logique des 6 juges sur le plan de la connaissance statistique est faussée. Pourtant, c'est celui-là qui va prendre la valeur sur le plan social. Qu'est-ce que vous envisagez de faire pour qu'éventuellement cette vision-là puisse être présentée à la Cour suprême ou pour pouvoir faire avancer la société pour pas que la jurisprudence aille du côté d'un domaine qui est mal connu, pas appliqué et qui, de toute évidence, manque de logique et manque de sens d'analyse. Ouais. Moi, donc, je ne suis pas expert de l'histoire, de la sociologie, du droit, de la Cour suprême, mais ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que comme il y a un débat à l'intérieur du jugement même, c'est pas moi qui fais le débat, c'est des textes. C'est pour ça que c'est fascinant pour un sociologue. Dans un document de même, c'est un vrai débat, très poli, très euphémisé, mais c'est un vrai débat. Ça veut dire que, effectivement, l'usage de ça ne sera pas nécessairement standardisé. Il y a plein de jugements. D'ailleurs, il y en a une qui dit, ah, tu sais, il y a eu tel autre jugement. Donc, il s'oppose, là. Regardez, c'est en 93, ils ont dit de faire attention. Et vous ne faites pas attention. Donc, les prochains jugements, avant de prendre Fraser, ils vont peut-être faire un peu plus attention à cause du débat 6-3. Si c'est à 9-0, ça peut jouer. Et là, il y a sûrement des travaux en sociologie du droit pour voir si quand des jugements sont très divisés, s'ils sont autant cités dans le futur que les autres qui sont unanimes. Ça, c'est un très beau travail qui a peut-être été fait, là. Mais effectivement, votre question est bonne, mais je pense qu'il y a des chances, à cause du débat, que ça ne soit pas pris pour du cash par des prochains jugements. Une question de Laurent Matt. Merci beaucoup. C'est vraiment passionnant. Sur la question des choix professionnels, on pourrait en parler longtemps. Moi, j'ai fait ma carrière en orientation, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous que tout le monde est égal devant les choix professionnels pour les raisons que vous avez vous-même dites, qui n'ont pas tous le même background, la même éducation, la même santé, etc., etc., etc. Puis je l'ai constaté dans mon bureau, mais c'est pas ça que je voulais aborder avec vous, c'est une question. Moi, là, vous abordez ce soir quelque chose qui me rend perplexe, parce que c'est quelque chose que j'ai observé toute ma carrière. Je viens de prendre ma retraite. C'est le fait qu'on a des activistes ou des idéologues, ou appelez-les comme vous voulez, puis vous avez des rationalistes, je vais les appeler rationalistes, des gens qui valorisent la science. Et ils sont dans la société dans des proportions extrêmement inégales. En tout cas, moi, dans le chemin que j'ai fait, qui est pas... j'ai côtoyé beaucoup d'universitaires, mais malgré ça, là, la proportion est très inégale. Je pense qu'il y a des explications à ça. Alors, je n'irai pas à dire « Ah, c'est un scandale », mais il y a des explications, mais elles peuvent être un peu troublantes. Dans mes collègues de travail, j'avais un collègue qui était, je dirais, un rationaliste, mais qui me disait Laurent, l'important dans la vie, c'est pas d'avoir raison, c'est d'avoir le momentum. Et que là où je veux aller, c'est qu'il y a un troisième groupe, c'est les électeurs. Et dans le fond,
il y a une espèce de lutte que je qualifierais de politique au sens large entre les idéologues et les rationalistes. Et malheureusement, quand il y a des élections, on peut voir ce que ça donne. Ma question, long préambule, pensez-vous que l'état des choses que vous amenez, sans juger les gens, puis je l'apprécie, est-ce que vous pensez que ça remet en question la démocratie? Non, non, parce que ça remet en cause simplement le fait. Non, ça nous permet de comprendre que les élections, c'est de la stratégie, c'est de l'opportunisme, c'est de la politique. Et ça, je l'ai vu 2 fois. Moi, je suis allé à Ottawa quand ils m'ont invité pour commenter leur comité sur la science et la recherche. Et c'était très intéressant parce que ce qui est intéressant pour un sociologue comme moi, c'est, comme je dis, le sociologue du travail, lui, son objet, il est dans l'usine. Là, il faut que c'est à l'usine, puis ça va devenir un textile, c'est loin. Moi, mon objet, il est autour de moi. C'est mes collègues. C'est mes conférences réflexives où je fais un test d'une conférence, OK, on va voir la réaction. Je sais d'avance ce qu'il va dire. Je sais. Je devine d'avance. Oui, mais j'ai je l'avais prévu. Fait que ça c'est pareil. Donc, sur le comité, je voyais les libéraux, NPD. Oh, oui, les Autochtones, les savoirs parallèles. Comment les savoirs parallèles? Écoutez, là, si les savoirs sont parallèles, ils ne se rencontrent pas, là. Ça n'existe pas. La science, elle est vraie ou elle est fausse. Elle n'est pas autochtone. Un autochtone peut faire de la science, mais ce n'est pas de la science autochtone, c'est la science. Et là, le seul qui était critique, c'était le Bloc québécois, francophone du Québec, versus les bons petits anglos, toujours gentils avec les Autochtones pour leur faire plaisir, même s'ils entendent des conneries. Hein? Oh, on doit avoir dans notre méthodologie autochtone, on regarde par les 2 yeux. C'est une métaphore complètement ridicule. Hein? La science, on regarde par ses 2 yeux. On regarde avec les microscopes. C'est du n'importe quoi. Mais il laisse parler. Donc, c'est l'opportunisme. Et le rapport, qui c'est tout ce que j'ai dit, conclut il faut tout donner aux Autochtones, émettre ces comités, donner aux vieux sages, les membres du comité CRSH. Ils n'en tiennent pas compte. C'est des dialogues. Mais au moins, moi, j'ai dit, je suis allé, je vous ai dit que c'est des conneries. Maintenant, puis là, on me dit, oui, mais c'est quoi qui va arriver si on fait ça? C'est très simple. Vous allez aller dans le mur. Bon, vous voulez y aller dans le mur? Allez-y. OK? Donc, ce n'est pas un problème de la démocratie. La démocratie a toujours été ça. Vous savez, il faut retourner à Tocqueville, dans de la démocratie en Amérique. On oublie qu'il y a un chapitre sur la science et dans lequel il dit, au fond, la science, c'est aristocratique. Dans ces termes à lui, en 1838. Puis il a raison. La science, c'est pas démocratique. Hein? Parce que c'est compliqué à comprendre. On vient de le dire, les statistiques, on ne comprend pas trop, mais ça ne dit pas n'importe quoi. C'est compliqué à interpréter, mais il y a des gens capables de le faire. Donc, on leur fait dire n'importe quoi, mais ils ne disent pas n'importe quoi, les statistiques. Fait, je ne vois pas de danger pour la démocratie tant qu'à moi. Et je veux juste vous dire, ma crainte, c'est que la raison n'a pas toujours raison de l'obscurantisme. Non, totalement. Mais il y a aussi des phases. Comme là, on est dans une phase là, néo-romantique depuis. Je fais beaucoup de débats sur cette question-là. Moi, j'ai une conviction. Puis j'ai plein d'exemples. On est dans une phase néo-romantique. Le nombre de livres sur la nature, les arbres, puis les Autochtones qui disent hey, nous, on est proche de la nature, on connaît l'environnement. Ah bon, OK, donc, vous savez mieux que les scientifiques le changement climatique, là, arrêtons, là. Vous êtes Nashkoutimi comme les autres, là, vous n'êtes plus dans un tipi au 18e siècle à courir après le caribou. Là. Donc, on arrête là, de se faire peur avec ça. Mais les gens embarquent dans ce discours-là. Oui, ils sont proches de la nature. Pourquoi? Hein? C'est une essentialisation. Donc, il y a des modes. D'ailleurs, c'est commencé à rétracter aux États-Unis. Le Canada est 5-6 ans de retard. Là. Le délire de EDI, équité, diversité, inclusion. Aux États-Unis, là, le pendule revient. MIT a dit on arrête ça. Harvard a suivi ou va suivre. Le Canada qui est en retard va finir par atterrir. Le Québec est moins grave là-dedans, mais il y a plein d'entrismes encore actuellement dans les organismes subventionnaires pour dire ah oui, diversité, donner des subventions à des gens, c'est des projets de merde, mais c'est fait par les bonnes personnes, donc on leur donne. C'est de l'argent gaspillé, mais ce n'est pas la fin du monde. On va observer l'histoire. Merci. Il y a Lloyd qui voulait parler, allez-y. Je voudrais demander à M. Gingras qui parle du film qui vient de sortir sur le fleuve Vallée-Victorin, le film qui dit Dis-moi des choses, pourquoi les choses sont si belles? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Écoutez, c'était moi le
le conseiller historique du film. Monsieur Gingras, j'ai une question à vous poser. Je suis en train de relire ce livre-là Ah, que j'avais acheté, qu'on m'avait fait acheter au collège il y a 60 ans. c'est le Est-ce que, meilleur. d'après vous, c'est toujours un bon livre? C'est le meilleur livre à lire. Je dis toujours, s'il y a un seul livre à lire, c'est La formation d'esprit scientifique de Bachelard. Puis Je suis totalement d'accord. j'ai été surpris de voir que Bachelard relève les erreurs scientifiques. Tellement? Parce qu'on n'est pas habitué à parler d'erreurs scientifiques. Les gens disent, oh, la science, la science, la science. Mais les gens ne disent jamais la science, des fois, elle se trompe. Ouais, mais lui, non, c'est le meilleur livre là-dessus. Ce qu'on appelle les obstacles épistémologiques. Oui, c'est ça. Ah, c'est le meilleur livre, ça. Fait que pour ceux qui veulent lire un bon livre, là, C'est, je suis en train de lire. à chaque fois que je fais une conférence à tous les étudiants, je dis, si vous devez lire un livre ou les profs de cégep ou de secondaire, c'est La formation d'esprit scientifique. On a une question aussi de Claude Coulombe. Moi, ça serait probablement un sujet pour une autre conférence. C'est pour ça que je vais être assez court. C'est toute la différence qu'il y a entre la probabilité puis la possibilité. Et ce que moi, je constate aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de gens qui sont des possibilistes et non des probabilistes, Ouais. entre autres dans le milieu des complotistes. Hein, c'est pas parce qu'une chose n'est pas impossible à 100% ou qu'on ne peut pas prouver l'inexistence de quelque chose, alors que l'univers est tellement grand, euh, qu'on n'avance pas puis qu'on peut dire n'importe quoi en science. Bon, c'est une question de plausibilité. Hein, c'est du Karl Popper. Là. On ne peut pas démontrer qu'une chose n'existe pas, sauf dans un théorème mathématique, là, mais en réalité, c'est son fameux exemple du corbeau blanc. Là. On voit juste des corbeaux noirs. On dit, ah, le blanc, il est caché dans la forêt, puis tu ne le trouveras pas. Il y a toujours un argument ad hoc, comme il l'appelle, un argument ad hoc, qu'il y en a un blanc, mais il est bien caché. Mais on ne saura jamais. La fameuse théière en orbite aussi, là, dans Pareil, les oui, tunnels. oui, c'est ça. Ouais. Mhm. Donc, ça, c'est. Ben, ça serait pour une autre conférence. Et je pense qu'on est pris beaucoup là-dedans. Les gens interprètent comme la possibilité de quelque chose, et là, ça bloque tout raisonnement. Effectivement, les théories du complot sont possibles parce que si on arrivait à embarquer tout le monde, puis tout le monde fermait, tu sais, avec les chemtrails, par exemple, les émissions des avions. Oui, Ouais. les chemtrails. Ouais. Ça, c'est une autre question. C'est effectivement un problème fondamental. Comme je dis toujours, oui, demain, là, il y a peut-être une soucoupe volante qui va atterrir dans ma cour, mais en pratique, là, j'oublie ça parce que c'est pas utile de faire cette hypothèse-là. Mais peut-être qu'un extraterrestre va atterrir dans ma cour, mais ça m'aide de rien, ça. Là. Alors là-dessus, on va remercier le conférencier. C'était une très, très bonne présentation et une bonne discussion aussi après. Merci à ceux qui ont posé des questions. Et on se reverra dans quelques mois pour la prochaine conférence. Merci à vous, là. Bonne fin de soirée.